Imagine un instant. Tu te tiens au bord d'une falaise, face à l'immensité de l'océan. Les vagues s'écrasent contre les rochers en contrebas, inlassablement, parfois douces, parfois violentes, comme les événements de notre vie qui viennent et repartent sans que nous puissions vraiment les contrôler. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, tu restes là, immobile, serein. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais au fond de toi, quelque chose demeure inébranlable. Une forteresse intérieure que rien ne peut atteindre. Cette forteresse, cher auditeur, n'est pas une utopie. Elle n'est pas réservée aux sages des montagnes ou aux philosophes d'un autre âge. Elle est à ta portée, aujourd'hui, maintenant. Car ce qui nous affecte n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que nous portons sur lui. Aujourd'hui, nous explorons ensemble 13 principes issus de la philosophie stoïcienne, et plus particulièrement de l'enseignement d'Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette phrase, cette vérité fondamentale du stoïcisme, sera notre fil conducteur tout au long de ce voyage philosophique. Ces principes ne sont pas de simples concepts théoriques à admirer de loin. Ce sont des outils pratiques, forgés il y a plus de 2 millénaires, mais d'une pertinence saisissante pour naviguer dans les turbulences de notre monde moderne. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque jour, nous sommes bombardés d'événements, de nouvelles, d'interactions qui peuvent nous déstabiliser, nous faire perdre notre équilibre intérieur. Dans une société qui valorise les réactions émotionnelles immédiates, qui nous pousse à nous sentir constamment concernés, affectés, voire offensés partout, le stoïcisme nous propose une alternative révolutionnaire. Cette philosophie nous enseigne non pas à devenir insensibles, mais à développer une résilience profonde face aux aléas de l'existence, à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à cultiver notre jardin intérieur, quelles que soient dans les tempêtes extérieures. À la fin de cette session, tu repartiras avec des principes concrets, applicables dès aujourd'hui, pour renforcer cette forteresse intérieure et vivre une vie plus sereine, plus libre, plus accomplie, une vie où rien ne pourra véritablement t'affecter contre ton gré. Principe 1. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve cette distinction fondamentale. Épictète nous l'enseigne dès les premières lignes de son manuel. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos intentions, nos actions. En somme, tout ce qui relève de notre volonté. Ce qui ne dépend pas de nous, la santé, la richesse, la réputation, le pouvoir, les actions des autres, et généralement tout ce qui ne relève pas de notre volonté. Imagines-tu conduire sur l'autoroute et soudain, une voiture te coupe la route dangereusement. Ton cœur s'accélère, l'adrénaline monte. Tu pourrais laisser la colère t'envahir, klaxonner furieusement, peut-être même suivre ce conducteur pour lui faire savoir ta façon de penser. Mais que se passe-t-il alors? Tu perds ton calme, ta concentration et potentiellement ta sécurité. L'action de ce conducteur ne dépendait pas de toi. Elle est déjà passée et tu ne peux la changer. Mais ta réaction, elle, t'appartient entièrement. Tu peux choisir de l'accueillir comme un simple événement extérieur, sans jugement, sans lui donner le pouvoir de perturber ta paix intérieure. Mais oh, me diras-tu peut-être, n'est-ce pas normal d'être en colère face à l'injustice ou à la stupidité? À cette objection légitime, les stoïciens répondraient que comprendre cette distinction n'est pas nier nos émotions initiales, mais plutôt reconnaître notre pouvoir de les traiter différemment. Pense à ton esprit comme à un jardin. Les événements extérieurs sont comme des graines qui y tombent constamment. Tu ne peux empêcher ces graines de tomber, mais tu peux choisir lesquelles tu vas arroser, cultiver, laisser s'épanouir. Application pratique. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter 3 choses qui t'ont affecté dans la journée. Pour chacune, demande-toi, était-ce sous mon contrôle? Sinon, pratique consciemment le lâcher-prise en te disant « Ceci ne dépend pas de moi, je choisis de ne pas laisser cela perturber ma tranquillité d'esprit. » Principe 2. L'acceptation des événements tels qu'ils sont. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux.
Cette maxime d'Épictète nous invite à une profonde révolution intérieure. Non pas la résignation passive face au destin, mais l'acceptation active de la réalité telle qu'elle se présente. Imaginons que tu aies planifié une sortie en plein air et qu'une pluie torrentielle s'abatte le jour J. Tu pourrais passer la journée à ruminer, à te lamenter sur cette malchance, à ressasser combien tout aurait été parfait sans cette pluie. Mais que gagnes-tu à résister ainsi à la réalité? Rien, si ce n'est de l'amertume et une journée gâchée. À l'inverse, en acceptant pleinement ce qui est, tu libères ton énergie pour explorer de nouvelles possibilités. Peut-être est-ce l'occasion de redécouvrir le plaisir d'une journée cocooning, d'un bon livre, ou d'organiser une activité d'intérieur avec tes proches. Dans notre vie professionnelle, ce principe est tout aussi puissant. Combien de fois nous sommes-nous épuisés à combattre des décisions prises, des changements imposés? L'acceptation stoïcienne nous invite à reconnaître ce qui est déjà là pour mieux concentrer notre énergie sur notre réponse, la seule chose véritablement sous notre contrôle. Cette acceptation ne signifie pas abandonnement. Le stoïcien n'est pas passif, il est lucide. Il voit clairement ce qui peut être changé et ce qui doit être accepté. Comme le dit la célèbre prière de la sérénité, que les stoïciens auraient certainement approuvée, « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Application pratique. La prochaine fois que tu te surprends à résister mentalement à une situation déjà établie, arrête-toi. Respire profondément et dis-toi « Ceci est. Je l'accepte comme un fait. Maintenant, que puis-je faire à partir de là ?» Principe 3. La pratique de la perspective cosmique. Les stoïciens avaient une pratique fascinante. Ils s'exerçaient régulièrement à considérer les événements de leur propre vie à l'échelle de l'univers. Épictète nous invite à voir nos préoccupations quotidiennes dans une perspective plus large, cosmique. Imagine un instant, cette promotion manquée, cette critique qui te blesse, cette relation qui se termine. À l'échelle de ta vie entière, quelle importance auront-elles dans 10 ans? Et à l'échelle de l'humanité? À l'échelle du cosmos? Cette pratique n'a rien à voir avec le nihilisme. Il ne s'agit pas de dire que rien n'a d'importance, mais de replacer nos soucis dans une juste perspective. Comme un astronaute qui, voyant la Terre depuis l'espace, réalise soudain la petitesse de nos querelles terrestres. Lors d'un conflit au travail, par exemple, essaie de te projeter mentalement au-dessus de la situation. Vois ces personnes, toi inclus, comme de petits points dans l'immensité du monde. Cette dispute mérite-t-elle vraiment toute l'énergie émotionnelle que tu y investis? Cette perspective cosmique nous libère de l'emprise tyrannique du moment présent et de ses perturbations. Elle nous rappelle que nous sommes à la fois infiniment petits et partie intégrante de quelque chose d'infiniment plus grand. Application pratique. Face à une contrariété, prends un moment pour te poser ces questions. Cela aura-t-il encore de l'importance dans un mois, dans un an, à l'échelle de ma vie, à l'échelle de l'univers? Laisse chaque réponse élargir ta perspective jusqu'à ce que la contrariété initiale retrouve sa juste place. Principe 4. La préparation mentale aux difficultés, praemeditatio malorum. Rappelle-toi que ce qui fait du mal, ce n'est pas l'insulte en elle-même, mais l'opinion que tu as qu'on t'insulte. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la praemeditatio malorum, ou la préméditation des mots. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de préparation réaliste. Chaque matin, ils prenaient un moment pour anticiper les difficultés potentielles de la journée. Peut-être rencontrerait-il une personne désagréable, peut-être serait-il confronté à un revers, peut-être subirait-il une critique. En visualisant ces possibilités par avance, il s'armait psychologiquement pour y faire face sereinement si elles se produisaient. Pense à cette pratique comme à une vaccination psychologique. Une petite dose d'adversité anticipée renforce notre immunité face aux véritables défis. Dans notre quotidien moderne, cette pratique reste d'une pertinence remarquable. Avant une réunion importante, prends un moment pour te dire « Il est possible que mes idées soient critiquées. C'est normal, c'est même utile pour les affiner. » Avant un rendez-vous amoureux, cette personne pourrait ne pas être celle qui me convient, et c'est parfaitement acceptable. Cette préparation mentale n'est pas une invitation à l'anxiété. Au contraire, elle nous libère de la surprise déstabilisante face à l'adversité. Quand le défi survient effectivement,
Notre réaction n'est plus « Comment est-ce possible ?» log, mais « J'avais envisagé cette possibilité, je suis prêt ». Application pratique. Chaque matin, après ton réveil, consacre 2 minutes à te demander « Quelle difficulté pourrais-je rencontrer aujourd'hui ?» Pour chacune, visualise-toi y faisant face avec calme et sagesse, en te rappelant que la difficulté elle-même n'est pas un mal, mais une occasion de pratiquer ta vertu. Principe 5. La réinterprétation des émotions négatives. Pour les stoïciens, les émotions ne sont pas des forces mystérieuses qui nous submergent sans prévenir. Elles sont la conséquence directe de nos jugements, de nos interprétations des situations. Prenons l'exemple de la colère. Tu es bloqué dans les embouteillages alors que tu as un rendez-vous crucial. La colère monte. Mais qu'est-ce que cette colère, sinon le jugement que cette situation est inacceptable, injuste, qu'elle ne devrait pas être? Épictète nous inviterait à désassembler cette émotion, à voir clairement le jugement qui la sous-tend, puis à le questionner. Est-il vrai que cette situation est inacceptable? Ou est-ce simplement un événement neutre auquel j'attribue une valeur négative? Cette pratique de réinterprétation s'applique à toutes nos émotions perturbatrices. La peur est le jugement qu'un mal futur est imminent. La tristesse est le jugement qu'un mal est présent. L'anxiété est le jugement qu'une incertitude est menaçante. En reconnaissant la nature de ces jugements, nous récupérons notre pouvoir sur eux. Nous pouvons alors choisir consciemment d'adopter une interprétation différente, plus sereine, plus constructive. Face à ce même embouteillage, tu pourrais te dire « Voilà une occasion de pratiquer ma patience, vertu que je cherche à développer. Je ne peux rien faire pour modifier cette circulation, mais je peux choisir comment vivre ce moment. Peut-être puis-je écouter ce podcast enrichissant que je repoussais depuis des semaines. Mais, pourrait-on objecter, n'est-ce pas simplement se mentir à soi-même, voir le monde à travers des lunettes roses? Non, répondrait Épictète. C'est plutôt reconnaître que la valeur que nous attribuons aux événements n'est pas inhérente à ces événements, mais projetée par notre esprit. Et si nous avons le pouvoir de projeter une interprétation négative, nous avons tout autant celui d'en choisir une plus juste, plus sereine. Application pratique. Quand une émotion négative survient, pose-toi ces 3 questions. Quel jugement se cache derrière cette émotion? Est-ce le seul jugement possible? Quelle interprétation alternative, plus constructive, pourrais-je adopter? Principe 6. La concentration sur l'action juste plutôt que sur le résultat. Rappelle-toi que tu es un acteur dans une pièce, du caractère qu'il a plu à l'auteur de te donner. Ton affaire est de jouer bien le personnage qui t'est confié. Le choisir appartient à un autre. Cette métaphore théâtrale d'Épictète nous invite à comprendre un principe fondamental. Nous ne contrôlons pas le rôle qui nous est attribué dans la vie, ni le scénario global dans lequel nous évoluons. Mais nous avons le pouvoir total sur la manière dont nous jouons notre rôle. Dans notre société obsédée par les résultats, les objectifs et la performance, ce principe est profondément révolutionnaire. Il nous invite à déplacer notre attention du résultat, que nous ne maîtrisons jamais entièrement, vers l'action elle-même, la seule chose véritablement sous notre contrôle. Imaginons que tu prépares un important projet professionnel. Tu y as consacré des mois de travail acharné, peaufinant chaque détail. Le jour de la présentation arrive, et malgré tous tes efforts, le projet est refusé pour des raisons qui échappent à ton contrôle. Peut-être un changement de stratégie de l'entreprise ou simplement l'humeur du décideur ce jour-là. La réaction commune serait la déception, voire le désespoir. À quoi bon tous ces efforts? Mais le stoïcien se poserait une question différente. Ai-je agi au mieux de mes capacités? Ai-je été fidèle à mes valeurs dans ce processus? Si la réponse est oui, alors peu importe le résultat extérieur, tu as réussi dans ce qui comptait vraiment. Être à la hauteur de ta propre excellence. Cette approche s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les relations, par exemple, nous ne pouvons garantir d'être aimés en retour, mais nous pouvons choisir d'aimer avec intégrité et authenticité. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement de nos enfants, mais nous pouvons être le meilleur parent possible selon nos valeurs. Application pratique. Avant chaque entreprise importante, définis clairement ce qui dépend véritablement de toi, tes intentions, ton effort, ton éthique, et ce qui n'en dépend pas, les résultats, les réactions d'autrui. Concentre consciemment ton énergie et ton attention sur le premier groupe, en te rappelant que c'est là que réside ta véritable réussite. Principe 7.
La pratique de la gratitude délibérée. Bien que les stoïciens soient souvent perçus comme austères, ils accordaient une grande importance à la gratitude comme pratique philosophique. Pour eux, l'ingratitude était une forme d'ignorance, l'incapacité à reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà. Épictète, qui avait connu l'esclavage avant de devenir philosophe, insistait particulièrement sur cette pratique. Il invitait ses élèves à considérer chaque aspect de leur vie, même le plus banal, comme un don précieux qui pourrait leur être retiré à tout moment. Il ne faut pas vouloir que les choses arrivent comme tu le désires, mais désirer qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras en paix. Cette perspective transforme radicalement notre relation au quotidien. Ce n'est plus la routine ennuyeuse qu'on subit, mais une constellation de petits miracles qu'on célèbre. Ta santé te semble évidente? Imagine un seul jour sans elle. Ton logement te paraît ordinaire? Pense à ceux qui n'ont pas de toit. Ton travail te pèse parfois? Rappelle-toi qu'il te nourrit et te permet de t'épanouir. Dans nos relations aussi, la gratitude stoïcienne opère des merveilles. Au lieu de nous focaliser sur ce que l'autre ne nous apporte pas, elle nous invite à reconnaître pleinement ce qu'il nous offre déjà. Tu pourras me dire, mais n'est-ce pas une forme de complaisance? Ne risque-t-on pas de se satisfaire de peu? Non, répond le stoïcisme. La gratitude n'est pas l'ennemi de l'ambition, mais son complément nécessaire. Elle nous permet d'avancer non par frustration ou sentiment de manque, mais à partir d'une plénitude déjà reconnue. Application pratique. Chaque soir avant de t'endormir, identifie 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Pour chacune, prends le temps de ressentir pleinement cette gratitude en imaginant brièvement ce que serait ta vie sans cet élément. Cette pratique simple mais puissante réoriente progressivement ton attention vers la richesse déjà présente dans ta vie. Principe 8. L'indifférence aux jugements extérieurs. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel parle mal de toi, ne te défends pas contre ses propos, mais réponds « c'est qu'il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné seulement cela ». Cette réplique pleine d'humour d'Épictète illustre un principe fondamental du stoïcisme, l'indifférence aux opinions et aux jugements d'autrui sur notre compte. Dans notre société hyperconnectée, où les réseaux sociaux nous exposent en permanence au regard et à l'évaluation des autres, cette sagesse millénaire est plus pertinente que jamais. Combien de nos actions, de nos paroles, voire de nos pensées, sont motivées par le désir d'être approuvées ou la crainte d'être jugées? Imagine que tu exprimes une opinion personnelle lors d'une réunion et qu'un collègue la critique sévèrement devant tout le monde. La réaction instinctive serait de te sentir humilié, peut-être de contre-attaquer ou de ruminer cet incident pendant des jours. Mais qu'est-ce qui te fait souffrir exactement? Est-ce la critique elle-même ou l'importance que tu lui accordes? Le stoïcien reconnaît que l'opinion d'autrui ne le définit pas. Elle en dit souvent plus sur celui qui la formule que sur celui qui en est de l'objet. En réalité, personne ne peut vraiment te juger, car personne ne connaît pleinement tes motivations, ton histoire, tes valeurs profondes. Cette libération du regard d'autrui n'est pas une invitation à l'arrogance ou à l'indifférence envers les autres. Au contraire, elle permet des relations plus authentiques, moins gouvernées par la peur ou le désir de plaire. Elle nous autorise à agir selon nos valeurs profondes plutôt que selon les attentes projetées ou imaginées des autres. Mais, diras-tu peut-être, n'avons-nous pas besoin du feedback des autres pour progresser? Certainement, mais le stoïcien distingue entre le feedback utile, qu'il accueille avec gratitude comme une opportunité de croissance, et le simple jugement de valeur qu'il observe avec détachement. Application pratique. La prochaine fois que tu te sens affecté par une critique ou un jugement, pose-toi ces questions. Cette personne connaît-elle toutes les facettes de ma situation? Son opinion change-t-elle qui je suis réellement? Dans 10 ans, quelle importance aura ce jugement? Puis, imagine ce jugement comme un nuage passant dans le ciel de ton esprit. Observe-le sans t'y attacher et laisse-le passer. Principe 9. L'amour du destin. Amor fati. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive comme cela arrive et tu seras heureux. Cette maxime d'Épictète exprime l'un des concepts les plus profonds du stoïcisme, l'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui nous arrive, mais d'aller jusqu'à l'aimer, le vouloir comme si nous l'avions choisi.
Cette attitude peut sembler contre-intuitive, voire impossible face aux épreuves de la vie. Comment aimer la maladie, la perte d'un être cher, l'échec professionnel? Le stoïcien ne prétend pas que ces événements sont en eux-mêmes désirables. Il reconnaît plutôt que, puisqu'ils font désormais partie de sa réalité, les rejeter serait se diviser contre lui-même, créer une friction inutile avec la réalité. À l'inverse, en accueillant pleinement ce qui est, il retrouve son unité intérieure et sa paix. Pense à cette rupture douloureuse que tu as peut-être vécue. Sur le moment, elle t'a semblé insupportable. Mais avec le recul, n'a-t-elle pas été l'occasion d'une croissance profonde? Ne t'a-t-elle pas permis de mieux te connaître, de redéfinir tes priorités, peut-être même de rencontrer ensuite une personne plus compatible avec toi? L'Amor Fati nous invite à reconnaître que nous ne pouvons jamais voir le tableau complet de notre vie. Ce qui nous semble un désastre aujourd'hui pourrait être la pierre angulaire de notre bonheur futur. Cette perspective n'est pas une résignation passive. C'est une acceptation active, créative, qui nous permet de transformer les obstacles en opportunités, les épreuves en terrain d'apprentissage. Nietzsche, profondément influencé par le stoïcisme, exprimait magnifiquement cette idée. « Ma formule pour la grandeur de l'homme est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. » Application pratique. Identifie un événement récent que tu as perçu comme négatif. Prends un moment pour réfléchir. Que m'a appris cette expérience? Comment m'a-t-elle fait grandir? Quelle porte, peut-être encore invisible, pourrait-elle m'avoir ouverte? Puis formule intérieurement: j'accepte pleinement cet événement comme partie intégrante de mon chemin. Je choisis de l'accueillir comme si je l'avais voulu. Principe 10. La contemplation de sa propre mortalité, memento mori, que la mort soit devant tes yeux chaque jour, et tu n'auras jamais aucune pensée basse ni aucun désir excessif. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient le memento mori, le souvenir de notre mortalité. Non par morbidité, mais parce que la perspective de la mort éclaire la vie d'une lumière particulière, révélant ce qui est véritablement important. Dans notre culture moderne qui tend à occulter la mort, à la repousser hors de notre conscience quotidienne, cette pratique peut sembler dérangeante. Pourtant, elle est d'une puissance transformatrice remarquable. Imagine que tu viens d'apprendre qu'il ne te reste qu'un an à vivre. Comment changeraient tes priorités? Quelle conversation remettrais-tu plus à plus tard? Quel risque oserais-tu prendre? Quelle personne deviendrais-tu? Le stoïcien ne se contente pas d'avoir cette réflexion une fois dans sa vie. Il la cultive régulièrement afin que la conscience de sa finitude imprègne ses choix quotidiens. Cette pratique nous libère de bien des préoccupations futiles. Les petites vexations, les inquiétudes matérielles, les conflits d'ego, tout cela s'évapore face à la perspective de notre finitude. Simultanément, ce qui compte vraiment, nos relations authentiques, notre croissance intérieure, notre contribution au monde, prend toute sa valeur. Mais, pourrait-on objecter, cette contemplation ne risque-t-elle pas de nous plonger dans l'angoisse? Le paradoxe du memento mori, c'est qu'en nous confrontant directement à notre peur la plus profonde, il finit par la dissoudre. Ce que nous craignons vraiment, ce n'est pas tant la mort elle-même que le fait de mourir sans avoir véritablement vécu. Application pratique. Une fois par semaine, prends 5 minutes pour méditer sur ta finitude. Imagine que ce jour est le dernier de ta vie. Que ressentirais-tu? Quel regret aurais-tu? Quelle gratitude? Puis revenant au présent, demande-toi: comment puis-je vivre ce jour de manière à honorer sa valeur irremplaçable? Principe 11. La focalisation sur le processus plutôt que sur le plaisir. Pour les stoïciens, le bonheur ne réside pas dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur, mais dans l'accomplissement de notre nature profonde en tant qu'êtres rationnels et sociaux. Épictète enseigne que nos désirs devraient porter non pas sur les résultats ou les sensations agréables, mais sur notre propre excellence dans l'action. Le véritable bonheur, selon lui, découle de notre fidélité à nos valeurs les plus hautes, indépendamment des conséquences extérieures. Prenons l'exemple du sport. Beaucoup s'y engagent pour des bénéfices extérieurs. Perdre du poids, améliorer son apparence, impressionner les autres. Ces motivations, bien que compréhensibles, créent souvent une relation dysfonctionnelle à l'activité elle-même. On s'entraîne à contre-cœur, on abandonne dès que les résultats tardent à venir. Le stoïcien, lui,
s'engagerait dans le sport pour le processus lui-même. L'effort juste, le dépassement de soi, la discipline librement consentie. Ces valeurs intrinsèques procurent une satisfaction immédiate, qui ne dépend pas de résultats futurs et incertains. Cette approche transforme radicalement notre relation à toutes nos activités. Le travail n'est plus ce qu'on supporte pour un salaire, mais une occasion d'exprimer notre excellence. La création artistique n'est plus jugée à l'aune du succès public, mais à celle de notre authenticité dans le processus créatif. Mais, pourrait-on objecter, n'est-ce pas très austère comme vision? La vie ne devrait-elle pas aussi contenir du plaisir? Les stoïciens ne rejettent pas le plaisir en soi. Ils reconnaissent simplement qu'en faire notre objectif principal nous rend esclaves des circonstances extérieures, tandis que la recherche de l'excellence nous rend libres, et paradoxalement, nous procure souvent un plaisir plus profond et plus durable. Application pratique. Identifie une activité que tu pratiques principalement pour ses résultats extérieurs, promotion, reconnaissance, bénéfices matériels. Cette semaine, engage-toi à la pratiquer en te concentrant exclusivement sur ton excellence dans le processus lui-même, indépendamment du résultat. Note comment cette approche transforme ton expérience. Principe 12. L'exercice du détachement, pro-hérésis. Je dois mourir. Mais dois-je mourir en gémissant? Je dois être emprisonné. Mais dois-je pleurer sur mon sort? Je dois partir en exil. Quelqu'un peut-il m'empêcher de partir avec le sourire serein? Cette citation puissante d'Épictète illustre parfaitement le concept stoïcien de proaéresis, notre capacité à choisir comment nous répondons aux circonstances extérieures. C'est l'exercice délibéré du détachement face aux événements. Ce détachement stoïcien a souvent été mal compris. Il ne s'agit pas d'insensibilité ou d'apathie, mais d'une liberté intérieure radicale. Le stoïcien reconnaît que les événements extérieurs peuvent affecter son corps, sa réputation, ses possessions, mais jamais son véritable soi, sa capacité de jugement et de choix moral. Imaginons que tu perdes ton emploi brutalement. Cette situation affecte certainement ta sécurité financière, ton statut social, peut-être même ton identité professionnelle. Mais affecte-t-elle nécessairement ta tranquillité d'esprit, ta dignité, ta capacité à agir avec intégrité? Le stoïcien dirait non. Ces qualités intérieures restent entièrement sous ton contrôle, même dans l'adversité la plus extrême. Épictète, qui avait connu l'esclavage, enseignait que même enchaîné, l'homme sage reste libre intérieurement. Même dans les circonstances les plus contraintes, nous conservons toujours la liberté de notre attitude intérieure. Ce principe est particulièrement puissant face aux petites contrariétés du quotidien. Ton train est en retard? Tu ne peux changer ce fait, mais tu peux choisir entre l'irritation stérile ou l'acceptation sereine qui te permet d'utiliser ce temps imprévu pour lire, réfléchir, observer le monde autour de toi. Mais, pourrait-on objecter, n'est-ce pas une forme de suppression émotionnelle? Non, répondrait le stoïcien. Il ne s'agit pas de nier nos réactions émotionnelles initiales, mais de reconnaître notre pouvoir de les examiner et d'y répondre consciemment plutôt que d'y réagir automatiquement. Application pratique, lorsqu'une contrariété survient, prends un moment pour créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Respire profondément et dis-toi « Ceci affecte mes circonstances, mais ne peut affecter mon soi intérieur sans mon consentement. Je choisis maintenant comment y répondre. » Principe 13. La bienveillance active envers tous. Les hommes existent les uns pour les autres. Instruis-les donc ou supporte-les. Contrairement à l'image parfois austère qu'on en a, le stoïcisme est profondément concerné par notre relation aux autres. Pour les stoïciens, nous sommes fondamentalement des êtres sociaux, interconnectés comme les membres d'un même corps. Épictète enseigne que notre devoir n'est pas seulement de cultiver notre sagesse personnelle, mais aussi de contribuer au bien commun par une bienveillance active envers tous les êtres humains, même ceux qui nous irritent ou nous font du mal. Face à quelqu'un qui nous offense, le stoïcien ne réagit pas par la colère ou le ressentiment. Il se demande « Quelle vision erronée a conduit cette personne à agir ainsi ?» Car pour les stoïciens, nul ne fait le mal volontairement, mais toujours par ignorance de ce qui est véritablement bon. Imaginons qu'un collègue te discrédite lors d'une réunion importante. Au lieu de cultiver de l'animosité, tu pourrais te dire «
Cette personne agit ainsi par insécurité, par une compréhension erronée de son intérêt véritable. Comment puis-je répondre d'une manière qui ne perpétue pas ce cycle de négativité? Cette perspective transforme radicalement nos interactions. Elle nous libère du fardeau de la rancune et nous permet de répondre avec discernement plutôt qu'avec réactivité. La bienveillance stoïcienne n'est pas une faiblesse ou une naïveté. Elle est parfaitement compatible avec la fermeté et l'établissement de limites saines. Tu peux refuser un comportement inacceptable tout en maintenant une attitude de compréhension envers la personne. Mais, pourrait-on objecter, certaines personnes ne méritent-elles pas notre colère, notre mépris? Le stoïcien répondrait que ces émotions négatives nous font plus de mal qu'à leur objet. Comme le dit Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Application pratique. La prochaine fois que quelqu'un t'irrite ou te blesse, prends un moment pour te demander quelle vision erronée, quelle souffrance ou quelle ignorance pourrait expliquer ce comportement. Puis choisis consciemment de répondre d'une manière qui reflète ta propre sagesse plutôt que de réagir à leur ignorance. Nous avons exploré ensemble 13 principes stoïciens qui, mis en pratique, peuvent transformer radicalement notre rapport au monde et à nous-mêmes. Mais cette transformation n'est pas superficielle. Elle opère au niveau le plus profond de notre être. Lorsque nous commençons à intégrer ces principes dans notre vie quotidienne, quelque chose de remarquable se produit. Progressivement, nous cessons d'être à la merci des circonstances extérieures. Nous découvrons en nous un point d'ancrage inébranlable, une forteresse intérieure que rien ne peut véritablement atteindre sans notre consentement. Cette transformation affecte d'abord notre relation à nous-mêmes. En distinguant ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, nous cessons de nous juger sur des critères extérieurs, richesse, statut, apparence, pour nous recentrer sur notre véritable valeur. Notre capacité à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Notre relation aux autres s'en trouve également métamorphosée. Libérés de la tyrannie des jugements extérieurs, nous devenons capables d'interactions plus authentiques, moins défensives. Nous ne cherchons plus à impressionner, à plaire à tout prix, mais à agir avec intégrité et bienveillance. Notre perception du temps change aussi fondamentalement. Au lieu de vivre soit dans la nostalgie du passé, soit dans l'anxiété du futur, nous apprenons à habiter pleinement l'instant présent, le seul moment où nous pouvons véritablement exercer notre volonté. Même notre rapport aux épreuves se transforme. Ce qui nous apparaissait comme des obstacles insurmontables devient des occasions de croissance, des terrains d'entraînement pour notre vertu. Comme le dit Sénèque, « Le bon vent manque à celui qui ne sait vers quel port il va ». La philosophie stoïcienne nous donne précisément cette direction, ce sens qui transforme les tempêtes de l'existence en force qui nous porte vers notre accomplissement. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle est le fruit d'une pratique quotidienne, d'un entraînement de l'esprit semblable à celui du corps. Il y aura des rechutes, des moments où nos vieux schémas reprendront le dessus. Mais avec persévérance, chaque jour nous rapproche un peu plus de cet idéal du sage stoïcien, cet être qui, comme le disait Épictète, même torturé, reste heureux. Nous avons exploré comment distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, comment accepter ce qui est, comment pratiquer la perspective cosmique et la préparation mentale. Nous avons découvert comment réinterpréter nos émotions négatives, comment nous concentrer sur l'action juste plutôt que sur le résultat, comment cultiver la gratitude et l'indifférence aux jugements extérieurs. Nous avons abordé l'amour du destin, la contemplation de notre mortalité, la focalisation sur le processus plutôt que sur le plaisir, l'exercice du détachement et la bienveillance active envers tous. Ces principes ne sont pas de simples techniques de développement personnel. Ils forment un art de vivre cohérent, une voie d'accomplissement profond qui a traversé les siècles. Je t'invite maintenant à faire de cette philosophie non pas un simple sujet d'intérêt intellectuel, mais une pratique vivante. Commence par un seul de ces principes. Applique-le consciemment pendant une semaine. Observe comment il transforme ta perception, tes réactions, ton rapport au monde. Car comme le disait Épictète, ces principes ne sont pas faits pour être admirés, mais pour être vécus. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Puisses-tu cultiver cette forteresse intérieure qui te permettra de rester serein au milieu des tempêtes de l'existence? Puisses-tu te rappeler, face à toute adversité, cette vérité libératrice?
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses.